Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective et on part résoudre un des plus grands mystères de la science. Comment la vie sur Terre est-elle devenue aussi diverse, aussi foisonnante? C'est ça, l'histoire de l'évolution. Alors, voilà notre plan d'attaque pour cette enquête. On va d'abord voyager dans le temps, puis on verra les grandes catastrophes qui ont tout changé, avant de décortiquer les mécanismes qui sculptent le vivant. Allez, c'est parti! Bon, pour commencer, notre tout premier indice, il n'est pas bien loin. En fait, il est juste là, sous nos clés, dans les archives de notre planète. C'est la grande question que tout le monde s'est posée pendant des siècles. Est-ce que la vie a débarqué d'un seul coup, toute faite, un peu comme une photo instantanée, ou est-ce que son histoire ressemble plus à un film à très très long budget, avec plein de rebondissements? Eh bien, la réponse, elle est dans les fossiles. Les fossiles, c'est un peu comme les chapitres d'un livre d'histoire géant. Ils nous racontent que la Terre n'a pas toujours abrité les mêmes créatures. On voit des groupes entiers apparaître, dominer le monde, puis disparaître. C'est la preuve que le changement, c'est pas l'exception, non, c'est la règle du jeu. Prenez les trilobites par exemple. Ces bestioles marines ont régné sur les océans pendant presque 300 millions d'années. C'est juste vertigineux comme durée. Ils sont apparus, se sont diversifiés en des milliers d'espèces, et puis, un jour, plus rien. Rideau. Leur histoire nous montre que même les plus grands succès ne sont pas éternels. Et la disparition des trilobites, ce n'est pas juste une anecdote, hein. En réalité, ça s'inscrit dans un schéma beaucoup plus vaste, beaucoup plus dramatique, qui a secoué la vie plusieurs fois. Ces grands chamboulements, on les appelle des crises de la biodiversité. Imaginez un événement rapide à l'échelle des temps géologiques bien sûr, qui raye de la carte une énorme partie des espèces vivantes, et ce, partout sur la planète. C'est une sorte de reset hyper brutal qui redistribue toutes les cartes. Et pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du truc, regardez ce chiffre. Plus de 99% de toutes les espèces qui ont un jour foulé le sol de notre planète sont aujourd'hui éteintes. C'est fou, non? L'extinction, c'est la norme. Et chaque disparition, elle laisse une place vide, une opportunité pour que de nouvelles formes de vie puissent apparaître et se développer à leur tour. D'accord, donc on a vu que la vie change, qu'elle se renouvelle. Mais comment, au juste? Quel est le mécanisme derrière tout ça? On va s'intéresser au moteur principal de l'évolution, avec une histoire qui est devenue un cas d'école. C'est l'histoire des phalènes du bouleau. Et elle est géniale pour comprendre comment l'environnement agit comme un filtre. Au début, la plupart des papillons sont clairs, un camouflage parfait sur les troncs clairs des bouleaux. De temps en temps, une mutation au hasard fait naître un individu tout noir. Et là, paf, la révolution industrielle débarque. La suie noircit tous les arbres. D'un coup, les papillons clairs deviennent hyper visibles, de vraies cibles pour les oiseaux, alors que les noirs, eux, se fondent dans le décor. Résultat, ils survivent mieux, ils se reproduisent plus, et en quelques générations, la population est devenue majoritairement noire. L'environnement a choisi la couleur la plus adaptée. Ce processus porte un nom, c'est la sélection naturelle. Et attention, ce n'est pas le hasard qui décide, ce sont les individus qui ont, par chance, la bonne caractéristique, au bon moment, qui s'en sortent le mieux. Ils survivent, ils ont plus de descendants, et ils transmettent ce trait avantageux. C'est la survie non pas du plus fort, mais du plus adapté à son environnement. Mais attention, l'adaptation à l'environnement, ça n'explique pas tout, ce serait trop simple. Il y a une autre force en jeu, une force beaucoup plus imprévisible, le pur hasard. Et cette force, c'est la dérive génétique. Imaginez qu'un petit groupe se retrouve isolé, par exemple sur une île. Juste par hasard, les caractéristiques génétiques de ce petit groupe ne sont pas forcément les mêmes que celles de la population d'origine. Et au fil du temps, ces caractéristiques vont se répandre, pas parce qu'elles sont meilleures, non, juste parce que c'est elles qui étaient là au départ. C'est un peu l'évolution par tirage au sort. Donc pour résumer, on a deux grands moteurs. D'un côté, la sélection naturelle, c'est la survie du plus adapté, un processus qui n'est pas aléatoire et qui est guidé par l'environnement. De l'autre, la dérive génétique. Là, on pourrait dire que c'est la survie du plus chanceux. C'est complètement aléatoire et ça joue un rôle énorme, surtout quand des groupes se retrouvent isolés. Bon, maintenant qu'on a tous nos indices en main et qu'on a identifié les principaux mécanismes, il est temps de tout rassembler, de voir la grande image et de se demander où tout ça nous mène. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord que l'histoire de la vie, c'est une histoire de changement perpétuel. Ensuite, que ce changement est piloté par deux forces, la sélection naturelle qui trie les caractères les plus adaptés et la dérive génétique qui change les choses au hasard. C'est le travail combiné de ces deux forces sur des millions et des millions d'années qui a sculpté l'incroyable diversité du vivant qu'on connaît aujourd'hui. Et on termine avec une question qui nous concerne directement. Après avoir vu ces forces immenses qui façonnent la vie depuis le tout début, est-ce qu'on peut vraiment penser que l'espèce humaine y échappe? Est-ce qu'on est au bout de notre évolution ou est-ce que ces moteurs, la sélection, la dérive, continuent de tourner même pour nous en ce moment même? Ça laisse à réfléchir. Merci beaucoup d'avoir suivi